à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve avec tout le terminal de l'aéroport Saint-Exupéry sous mes yeux. Mais la bonne nouvelle c'est que depuis approximativement 40 minutes je suis en vacances pour une semaine et ça fait du bien. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties de mars qui me tentent beaucoup. C'est un format de vidéo que j'adore faire, c'est vraiment celui que je préfère faire en fait au final. Et il s'adapte, voilà, je fais des petites modifications un peu tous les mois. Et pour ce mois-ci, je vais vous présenter les 10 livres qui me tentent le plus. Et en fin de vidéo, je vous parlerai très rapidement juste des petits livres qui ont failli faire partie de cette vidéo, mais qui n'ont pas réussi à faire partie des 10 que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, on va s'y mettre. Le premier livre qui m'intrigue, il s'agit du tome 2 de l'Empire d'écume, écrit par Andrea Stewart et publié chez Brajlon. Il s'agit donc de la suite du tome 1. Je ne l'ai pas encore lu, mais en fait je vais le commencer ce soir, donc forcément le tome 2 m'intrigue. Dans cette histoire, on est sur du young adulte fantastique. On va retrouver une espèce de fantaisie un peu asiatique, enfin d'inspiration en tout cas, et surtout une magie qui est à base d'ossements. Et en fait dans cet univers, tous les enfants se font prélever un petit morceau d'os derrière l'oreille, et en fait ça va permettre à l'empereur, grâce à ces bouts d'os, en fait de faire de la magie à partir de ces os pour créer des espèces de créatures chimères maléfiques. Et le pire c'est qu'en fait cette procédure d'enlever un petit bout d'os comme ça, c'est souvent mortel. Donc bah c'est pas terrible hein, pour ces petits gosses. Et on va suivre notamment la fille de l'empereur qui s'appelle Lynn et qui est amnésique. Il y a une partie de sa mémoire qui a été effacée, et sûrement pour une bonne raison. On veut sûrement pas qu'elle se souvienne de quoi que ce soit, et elle va essayer d'apprendre la magie des os comme son père pour pouvoir débloquer sa mémoire. Et je pense que voilà, mémoire traumatique avec quelque chose qui va être en lien avec l'histoire, le système de magie, tout ça. C'est de la fantaisie asiatique, j'aime bien. À un moment j'ai fait un petit peu une overdose, mais là ça y est, j'ai envie. Et puis surtout vu que je vais commencer le tome 1 tout à l'heure, forcément quand j'ai vu que le tome 2 sortait le mois prochain, bon c'est peut-être pas pour rien que je le commence ce mois-ci d'ailleurs le tome 1, mais bon. Donc ça sort le 2 mars, en tout début de mois, et chez Brajlon. Ensuite, le second livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un roman qui sort le 3 mars chez Sonatine, et il est écrit par Stuart Turton, qui avait écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Roman qui avait été un peu partout sur la toile, qui est dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas commencé. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'en vrai le pitch de ce roman m'intéresse énormément. Mais il arrive avec un second roman qui s'appelle L'étrange traversée du Sardam. Et là on est dans les années 1630 et en fait on va suivre une traversée en mer entre les Indes néerlandaises et les Pays-Bas. Et vous avez un célèbre détective qui est à son bord et qui en fait est emprisonné dans la cave, car une fois aux Pays-Bas en fait il va devoir tout simplement assister à son procès, voilà. Je pense qu'il doit pas être coupable, ou du moins qu'il doit y avoir quelque chose qui a pas été dit, parce que on a envie quand on lit le résumé de croire que c'est un gentil en gros le détective. Et pendant la traversée il va y avoir un meurtre, sauf que le détective vu qu'il est enchaîné hein, et qu'il a pas le droit de sortir, il va pas pouvoir mener l'enquête, mais il va en gros engager un petit peu la personne qui le surveille, donc son geôlier, pour mener l'enquête et être un petit peu ses mains et ses yeux dans le bateau pour essayer de retrouver en fait le meurtrier. Et je me demande si ça va pas être en lien avec le crime dont on l'accuse de lui. À mon avis va y avoir un petit truc dans ce genre là. En tout cas j'en ai lu des très bons retours par les anglaises et c'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir. Pas forcément avec le premier livre qu'il a écrit, mais du coup j'avais envie de vous en parler. Donc ça sort le 3 mars chez Sonatine. Ensuite, chez Kalman Levy, il va sortir un livre un peu particulier, ça s'appelle Mythos et c'est écrit par Stephen Fry. Et en fait, c'est pas à proprement parler une histoire ou un roman. En fait, c'est une retranscription des mythes de la mythologie grecque par Stephen Fry. Et avec une plume un peu décalée, drôle, voilà, c'est fait à sa façon, c'est pas
comme les livres de mythologie, enfin je sais pas si vous avez connu ça, mais moi quand j'étais au collège, au CDI, j'ai emprunté des livres de mythologie. C'est vrai que c'était quand même un peu rude quoi, voilà, c'était bam bam bam. Alors que là apparemment c'est drôle, c'est raconté facilement, et vu que j'adore la mythologie grecque, c'est un livre que franchement ça me tenterait bien de le lire, enfin du moins de le feuilleter. Je verrai sûrement si c'est disponible à la bibliothèque, je pense pas que c'est un achat que je vais faire. Mais voilà, je voulais vous en parler, ça sort le 9 mars. Ensuite, le 9 mars, mais cette fois au format poche, chez J'ai lu, sort un roman qui a été publié je crois en 2010 chez Plomb à la base, et ça s'appelle Un bûcher sous la neige. C'est écrit par Susan Fletcher, et là en fait on va être au XVIIe siècle et on va suivre une jeune fille qui va être accusée de sorcellerie. En fait, il va y avoir le massacre de Glencoe où 38 personnes d'un clan écossais vont être brutalement assassinée, et dedans on va suspecter des sorcières, il va y avoir des suspicions de sorcellerie, et cette jeune fille, Corag je crois qu'elle s'appelle, alors sûrement en écossais ça se dit différemment, mais je crois que ça s'écrit Corag, elle va être accusée du coup de sorcellerie, et pendant sa captivité en attente de son procès, il va y avoir un évangéliste, un prêtre, voilà, qui parcourt le monde pour prêcher la bonne parole, qui va venir la voir et essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle est du côté du mal et de Satan. Et entre les deux va se nouer une espèce de relation amicale, tendre, et de ce que j'ai compris, cette jeune fille pourrait commencer à se poser des questions sur la légitimité de ses allégeances et de ses actions. C'est un roman sur les sorcières, mais pas dans le sens sorcière magie fantastique, vraiment dans le sens pur, les sorcières comme à Salem. Et c'est des genres de romans que j'aime bien et que j'ai envie de tester. En plus là c'est en format poche, alors je me dis pourquoi pas. Ça a des super notes partout, donc je me dis que ça doit être quand même un roman assez sympa. Donc voilà, je vous le dis, ça sort le 9 mars chez J'ai lu. Ensuite, une de mes sorties de l'année, hein, les plus attendues, le 10 mars, bravo Lumen, hein, bravo premièrement, parce que ça sort je crois le 3 mars aux États-Unis et en Angleterre, et le 10 mars on a la traduction française. Il s'agit évidemment de Galant de Willy Schwab. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, en diagonale, en perpendiculaire, tout ce que vous voulez, de mon amour pour La vie invisible d'Addie Larue de Willy Schwab. Et du coup quand j'ai appris qu'elle allait sortir un nouveau roman, bah j'étais en mode ah je veux. J'ai précommandé une version anglaise exclusive magnifique qui m'a coûté un bras, un rein et peut-être aussi un foie tant qu'on y est. Mais j'ai vu la version française, enfin j'ai vu la couverture, et la couverture française me plaît parce que c'est pas la même que celle que j'ai... En fait, dans le monde anglo-saxon, vous avez souvent la couverture anglaise et la couverture américaine. Et moi, ma version spéciale, c'est la couverture anglaise. Du coup, techniquement, j'ai pas la couverture américaine qui a été repris par Lumen. Donc je vais aussi l'acheter en français. En fait je pense que je vais le lire en français, mais que je vais exhiber mes deux versions, un petit peu comme Addie Larue, c'est ce que j'ai fait. Hein. Par contre là je l'avais lu en anglais, mais du coup je me tâte encore. Je sais pas trop quelle version je vais choisir, mais je vais sûrement me procurer les deux. Et donc de quoi ça parle en fait Galant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa mère assez tôt parce que sa mère était atteinte d'une maladie mentale en fait qui malheureusement a fait qu'elle s'est éteinte, et elle a toujours vécu en pensionnat. Et la dernière chose en fait que sa mère lui a légué, ce sont des carnets où elle retranscrit sa maladie, ses derniers jours, et dans ces carnets il est noté surtout ne va jamais à Galant. Et donc cette jeune fille, le jour où elle reçoit une lettre de son oncle un petit peu lointain qu'elle a jamais vu, qui lui dit « Hey coucou, tu veux pas nous rendre visite dans le manoir familial ?» Au fait c'est à Galant, enfin c'est le nom du manoir. Elle est un peu dans le caca quoi, mais apparemment elle y va, et elle va se rendre compte qu'en fait il y a des histoires dans le village sur ce manoir, que tout le monde pense qu'il est hanté et surtout qu'il renferme de lourds secrets. Ça me fait un petit peu penser à Mexican Gothic, alors je me demande si elle est pas partie dans ce côté un petit peu aussi gothique, Willy Schwab. En tout cas ça m'intéresse beaucoup, tout simplement parce que c'est Willy Schwab, hein. Je pense que outre tout le reste, je pense que juste il y a marqué Willy Schwab, je suis là genre je veux. Donc ça sort le 10 mars chez Lumen. Ensuite, le 15 mars, aux éditions Charleston, sort Le souffle des rêves de Clarisse Saba.
Et Clarisse Sabar, j'en ai beaucoup entendu parler, en très bien, j'ai même un de ses romans en poche je crois dans ma palle, mais j'ai jamais testé. Et enfin si j'ai testé, j'avoue j'ai testé, mais j'ai testé ses romances de Noël et je pense que c'est quand même pas la même chose. Et j'aimerais bien voilà me lancer dans un roman de Clarisse Sabar, un roman classique, pas un roman de Noël. Et donc là il y a cette sortie qui me tente bien puisque on va être dans la temporalité multiple et ça c'est un genre que j'aime bien, notamment je vous avais dit que j'avais adoré Lucinda Riley avec Les 7 sœurs. Et donc là on va suivre une femme dans les années 90 il me semble qui arrive pas à faire un bébé et malheureusement il y a beaucoup de femmes dans ce cas là et c'est une situation quand on a envie d'avoir un bébé qui est très difficile à vivre et ça va causer d'énormes tensions avec son mari et elle a envie de prendre l'air, elle a envie de dire allez stop c'est bon je veux autre part et elle part retrouver sa mère biologique qu'apparemment elle n'a pas trop connue et en la retrouvant elle découvre aussi des cassettes je crois qui retracent l'arrivée de sa grand-mère aux États-Unis. Elle a migré en gros de l'Irlande aux États-Unis. Donc on va suivre à la fois la femme qui va en Irlande pour retrouver sa mère biologique, mais aussi sa grand-mère qui elle est venue d'Irlande jusqu'aux États-Unis pour trouver sûrement une nouvelle vie. Voilà, c'est une double temporalité, il y a de l'Irlande, c'est Clarisse Sabar, ça me suffit pour me donner envie et ça sort le 15 mars chez Charleston. Le lendemain, le 16 mars, sort chez Hachette le prochain tome de la saga Red Rising. J'ai lu le premier il y a pas longtemps, j'ai 2 et 3 dans ma palle. Et donc je peux pas vous donner le résumé de Dark Age, le dernier qui va sortir, pour pas vous spoiler, mais aussi pour pas me spoiler moi, parce que du coup il y en a 2 ou 3 que j'ai pas lu encore, donc on va rester sur le synopsis en gros général du premier tome. Donc Red Rising c'est une dystopie qui se passe sur Mars où en fait les habitants sont catégorisés en castes avec des couleurs. Vous avez les rouges qui sont tout en bas de l'échelle sociale et les or qui sont tout au haut de l'échelle sociale. Et à la base en fait les rouges ils sont un petit peu dans le secret, dire que personne ne leur a dit qu'en fait ce qu'ils faisaient c'était juste pour permettre à toutes les autres castes de vivre tranquillou pipère sur Mars et eux on leur fait croire qu'en fait ils ont besoin de trimer et de mourir très jeunes et de prendre beaucoup de risques pour que l'humanité puisse coloniser Mars alors qu'en fait ils sont déjà là hein, mais que en gros le minéral en fait qu'ils arrivent à récupérer leur permet de rendre la planète habitable et ils leur disent pas pour leur faire en gros pour faire passer leurs conditions vraiment médiocres pour de l'héroïsme en gros. Et donc on va suivre Darrow qui a un rouge et qui se rend compte de ce subterfuge et qui va être aidé par les fils de Ares qui sont une espèce d'organisation presque un peu terroriste. Enfin voilà, ils veulent renverser le système quoi. En fait il va subir des opérations pour devenir un or et son but ultime à lui c'est d'infiltrer les ors, d'arriver à des positions genre gouverneur, directeur de l'armée ou des trucs comme ça pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Donc voilà c'est le dernier tome, ça sort le 16 mars chez Hachette. Le 17 chez Pocket Jeunesse nous avons le nouveau roman de Margaret Owen et c'est Vania et le loup. C'est une espèce d'histoire un petit peu conte de fées avec une princesse qui va rejoindre son promis et pendant en fait la traversée vous avez sa servante qui prend sa place tout simplement et la princesse elle va être reléguée à la place de servante quoi, elle va faire les petites basses besognes sauf qu'un jour la vérité va éclater et du coup elle va se faire condamner à mort sauf qu'en fait quand elle va donner sa version on va se rendre compte que tout n'est peut-être pas comme on l'imaginait et qu'il y a plusieurs versions d'un même récit qu'il faut peut-être pas se fier aux apparences. C'est un roman qui a été lu dans le cadre du club Retelling, le club VO parce que c'était un livre je crois qui était dans l'Illumicrate. Et j'ai lu des avis sympas mais la plupart avaient l'air de dire que le niveau d'anglais était un peu compliqué pour le lire donc vu qu'il sort en français je pense que je vais me pencher dessus. C'est un titre voilà qui me fait un petit peu penser aux contes, un petit peu les contes un peu russes, slaves, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette vidéo, c'est ça le 17 chez Pocket Jeunesse. Ensuite on va passer au 30 mars chez Hachette Roman.
avec l'autrice Livia Blackburn qui va nous sortir de Plumes et de Flammes. C'est la suite de Rose Rebelle, enfin la suite, je pense que c'est dans le même univers mais c'est pas vraiment la suite. En tout cas ça fait partie des suites de livres qui parlent de ce qui se passe après le Disney. Et donc là on va suivre Mulan une fois qu'elle est revenue de la guerre tout simplement. Elle va être un petit peu au poste d'entraîneur de soldats. Elle va faire sa petite vie, continuer à faire ha ha avec ses copains là. Et puis un jour, Shang ou Patrick Fiori, hein, pour ceux qui le savent, c'est Patrick Fiori qui double Shang dans Mulan, va venir la voir et lui donner une lettre pour lui dire que l'empereur en gros veut la voir. Et l'empereur va lui dire tout simplement qu'il la désigne comme héritière. Alors elle va un petit peu tomber des nues parce que c'est pas du tout son père ou quoi que ce soit. Hein. Et avant qu'elle ait le temps d'y réfléchir, il décède brutalement. Et elle se retrouve propulsée au rang d'impératrice. Et elle va découvrir que c'est pas si facile parce qu'il y a des complots politiques, que les Huns sont toujours une menace. Et voilà, sûrement aussi un peu de l'eau dans le gaz avec Shang, hein, on imagine bien quand même. En tout cas, bah forcément ça m'intéresse parce que moi vous savez, l'univers Disney c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est une nouvelle collection avec Rose Rebelle qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude avec le point de vue des méchants, blablabla. Là on suit vraiment la suite directe du film. Et sachant que les suites de films Disney en général, à part quelques exceptions, ne venez pas me taper tout de suite, sont quand même pas terribles, je me suis dit que ça pouvait être sympa de suivre Mulan dans l'après-guerre contre les Huns. Et donc voilà, ça sort le 30 mars. Et ensuite, le 30 mars, chez Calman Levy, sort un roman de Nita Prose qui s'appelle La femme de chambre. Et là, on va suivre une protagoniste qui est très soucieuse du détail et de la propreté. Et elle, de rechef, elle est femme de chambre dans un grand hôtel. Et un jour, elle va aller faire la chambre d'un homme détestable, hein, clairement richissime au possible et détestable. Et en entrant dans la chambre, elle se rend compte qu'il est mort. Et la police va la suspecter en tant que potentielle coupable, sauf que elle, bah, du coup, elle a pas envie d'être suspectée par la police. Donc elle va s'associer avec d'autres personnes pour essayer de faire sa petite enquête elle-même et retrouver des preuves. Je sais pas trop si c'est un cozy mystery ou si c'est un thriller, mais en tout cas ça m'intéressait beaucoup. J'en ai entendu des retours très très bons du côté des Anglais et des Américains, parce que c'est un titre qui est sorti il y a pas très longtemps en version originale. En tout cas ça m'intéressait, en plus je trouve la couverture française vachement canon. Pour une fois je crois que je la préfère même à la couverture originale. En tout cas ça sort le 30 mars chez Calman Levy. Et ça c'est sûr que c'est un livre que je vais chercher à emprunter à la bibliothèque parce qu'il me donne vraiment envie. J'aime bien ces huis clos dans un hôtel avec le personnel qui est mené à enquêter lui-même. Je trouve ça très sympa comme pitch, donc c'est un roman qui me donne très envie. Et donc je vous avais dit, il y a certains livres qui ont retenu mon attention mais qui ne m'ont pas assez hypé pour faire partie de ces 10 livres qui me tentaient vraiment. Donc je voulais juste vous les évoquer. Notamment il y a Rosie et la bête, c'est un roman de Ashley Poston chez Lumen. Vous savez, vous aviez eu le Cendrillon, après il y avait eu, comment il s'appelait déjà, Fangirl, la princesse et la Fangirl je crois. Et là c'est le 3e tome. J'ai pas encore lu le 1er tome avec Cendrillon, techniquement je pense que ça peut se lire dans le désordre, mais je voulais voir avant, pour l'instant je suis pas plus hypée que ça. Il y avait également chez Hugo Stardust La Reine des Ombres. Alors là c'est juste qu'en fait normalement c'est le genre de titre qui me plaît et que j'ai envie de lire, mais je sais pas pourquoi, celui-là il m'a pas hypé plus que ça. Et il y a aussi Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, je crois que c'est ça son nom. Et en gros ça c'est parce que c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir, mais Les Sirènes de Malibu c'est pas le résumé qui m'a le plus tenté dans ces livres. Donc j'essaierai sûrement plutôt Daisy Jones and the Six ou Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je pense. Un des deux, mais du coup voilà, ça a piqué mon intérêt mais pas plus que ça. C'était les mentions honorables on va dire. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas que ce ne sont juste que moi les 10 romans qui m'ont le plus intéressé dans les sorties de mars. Il y en a
400, 500, enfin une liste non exhaustive dont évidemment je ne ferai pas part dans cette vidéo. Mais si jamais il y a un titre que vous attendez énormément pour ce mois-ci et que je n'ai pas listé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En barre d'infos, vous avez tous mes réseaux sociaux. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous!